La pression de la supposition dans la reconquête amoureuse. Kezako, on va en parler bien évidemment ensemble. Petit indice, ça a à voir avec la manière dont vous analysez les comportements et la communication de votre ex. Je vous en dis pas plus, on laisse un peu de suspense et on se retrouve juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmercy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Avant de nous lancer dans le sujet du jour, une petite annonce. Vous avez peut-être vu qu'il est aujourd'hui possible, dorénavant possible même, de devenir membre de la chaîne YouTube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cliquant sur le bouton rejoindre, que normalement vous trouvez sur la page de présentation de la chaîne YouTube, ainsi également que sous les vidéos. Il y a un petit conflit là, YouTube est un petit peu à la bourre, je crois que ça ne s'affiche que sur ordinateur, sur téléphone portable je ne suis pas sûr, ça dépend des chaînes apparemment, donc je ne sais pas encore si ça s'affiche sur la mienne. En tout cas je vais vous mettre un lien très clair sous cette vidéo, ce sera le premier lien que vous trouverez, et vous allez voir donc en cliquant sur le bouton rejoindre, vous allez avoir accès à un programme avec plusieurs niveaux d'abonnement qui offre des avantages exclusifs comme la priorité aux commentaires, le fait de pouvoir bénéficier de réductions directes sur toutes les formations qui sont publiées sur le site et un encart spécial donc pour les membres qu'on va appeler VIP si vous voulez, où vous allez avoir des vidéos qui ne sont disponibles que pour les membres, sur lesquels vous allez pouvoir échanger, me suggérer des contenus à traiter où ce sera beaucoup plus personnel, beaucoup plus pointu en termes de réponses détaillées à vos besoins. Donc vous pouvez regarder tout ça, c'est un moyen également de soutenir la chaîne. Je remercie les gens qui vont s'inscrire au programme, et pour les autres bien évidemment il n'y aura absolument aucune différence. Je vais continuer les vidéos tous les jeudis à 17h, et d'ailleurs on est là pour ça. Donc retour à notre sujet, à savoir la pression de la supposition. Ce que j'entends par là, c'est bien évidemment tout l'espace imaginaire qui va se dérouler, qui va prendre place au moment où on entre dans une reconquête amoureuse. Une rupture amoureuse, elle crée énormément de choses d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychologique, mais d'un point de vue matériel, elle crée un manque d'informations. Tout à coup, votre ex ne passe plus son quotidien avec vous, communique a priori beaucoup moins avec vous, en tout cas pas sur tous les sujets que vous aimeriez qu'on échange avec vous, et tout à coup on se retrouve face à un exercice à trous gigantesque. Et cet exercice à trous gigantesque, il va poser quelques problèmes d'un point de vue de la compréhension, d'un point de vue justement de ce que vous pouvez vous faire comme idée, et c'est exactement donc le sujet du jour. Comme d'habitude, plusieurs parties dans cette vidéo. On commence avec la première que j'ai intitulée « Je remplis les trous » avec 3 petits points, avec tout plein de choses, et tout plein de choses qui bien évidemment vont avoir un impact sur la manière dont vous voyez votre ex, la manière dont vous gérez votre reconquête amoureuse, votre patience, votre ressenti, et j'ai envie de dire votre santé globale, puisque plus vous vous sentez mal vis-à-vis de votre ex, plus ça a un impact sur votre boulot, sur la manière dont vous vous sentez au quotidien. On sait qu'on a du mal à manger, on a du mal à dormir, etc. etc., etc. Donc avec quoi est-ce qu'on remplit les trous et les trous, j'entends par là un message qui n'a pas suscité de réponse, un message qui a suscité une réponse, mais où la réponse semble s'évader un petit peu du sujet que vous aimeriez traiter, un acte, on a rajouté quelqu'un sur Facebook, on a publié une story, on vous l'a caché, voilà, toutes ces choses-là, tous ces signes, tous ces symboles que vous voyez. La première idée, très clairement, c'est que la manière dont je vais remplir tout ça, c'est avec le pire scénario possible. Moi, je vois une information, j'ai pas la traduction de cette information, c'est un peu comme si c'était dans une autre langue, et je vais utiliser mes propres mots, mon propre intellect, mon propre raisonnement pour le traduire, et souvent c'est le pire scénario possible. J'ai été caché de quelque chose, je vois une photo, parce que c'est aussi de l'interprétation, je vois une photo de mon ex par exemple apprêtée au restaurant, elle était ou il était forcément avec quelqu'un. On ne m'a pas répondu à 19h un vendredi soir, forcément il ou elle est parti en week-end avec quelqu'un d'autre. On devait se voir à 14h et à 13h j'ai toujours pas de nouvelles, forcément il ou elle ne va pas venir, etc. etc., etc. Parfois on a raison, on ne va pas se mentir, mais 9 fois sur 10 on est dans de la surinterprétation, on est dans la projection de l'échec vis-à-vis de ce qui va se passer et surtout vis-à-vis de ce que
signifie le fait ou la publication ou je ne sais quoi qu'on a face à nous. Et forcément, on imagine bien que ça va nous pousser à s'inscrire dans la démonstration d'une dépendance, puisque malheureusement, beaucoup de gens vont écrire « alors, pourquoi tu m'as répondu ? Qu'est-ce que c'est que cette photo ?» Vous vous rappelez de l'épisode peut-être où je vous avais décrit plusieurs fois d'ailleurs, où j'avais vu liker mon ex-compagne une photo d'un type torse nu devant un rocher en train de prendre la pose, biscottomane et tout, et je me suis dit bon bah là tu vois, ça c'est une agression contre moi, c'est la démonstration qu'elle veut, le genre de personne qui est un peu plus baraque que moi, parce qu'on voit je suis pas hyper large, c'est tout plein de choses qui sont un manque de respect, et en fait pas du tout, il s'est avéré que la personne en question préférait les hommes que les femmes, et que c'était un délire entre eux que j'avais évidemment pas capté à travers un simple petit pouce bleu comme vous l'imaginez tout de suite. Le pire scénario possible. Si c'est pas le pire scénario possible, on va remplir ça avec, et vous allez me dire c'est logique, oui, mais avec ce que je sais de mon ex, ses habitudes, la manière dont il ou elle réfléchit, la manière dont il ou elle gère une situation, la manière dont il ou elle répond à un conflit latent face à lui ou face à elle. Et forcément, là vous vous dites j'ai forcément raison. Je sais que s'il fait ça ou si elle fait ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Le souci, il faut quand même pas l'oublier, c'est qu'on est dans une rupture amoureuse, qu'il y a une particularité extrême dans la rupture amoureuse qui est la nécessité et la volonté de contraste, et il n'est pas rare, il est voire très 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 commun que la personne qui est face à nous ait des réactions qui soient complètement différentes de ce qu'on a l'habitude. Et même pour ceux qui me répondraient j'ai déjà vu mon ex évoluer dans une rupture amoureuse, soit parce que c'est pas la première fois qu'on rompt, soit parce que je l'ai rencontré au moment où il ou elle avait rompu avec quelqu'un d'autre et ses habitudes c'est ça, ça, ça et ça. L'être humain c'est quand même un être qui est un animal qui est fait d'expériences, et ces expériences permettent de nous apprendre et de modifier notre comportement. Par contre, il est vrai que parfois, il faut faire la même expérience 10-15 fois avant de réussir à modifier son comportement. Donc, il n'y a véritablement rien qui vous laisse présager du fait que votre traduction est juste. L'erreur, ce serait d'aller demander à votre ex, parce qu'il y a une chance, c'est que vous preniez le pacte en plein visage. En tout cas, le fait que vous connaissiez parfaitement votre ex n'est pas une preuve matérielle du fait qu'il ou elle réagit de la manière dont vous l'avez vu, parce qu'il n'a tout simplement absolument pas évolué. L'autre, on continue sur les idées, la manière dont vous remplissez ces troublants, ça va être avec effectivement la projection de votre peur. Finalement, c'est un peu comme le pire scénario possible. Il y a des choses que vous allez avoir déjà anticipées. Vous avez déjà le scénario dans votre tête. Vous vous attendez à, par exemple, ce qui est une rencontre, vous vous attendez à ce que tout à coup on ne réponde pas à un de vos messages. Vous vous attendez à ce que votre ex refuse un rendez-vous, je ne sais quoi. Et là, tout à coup, vous envoyez par exemple un petit texto en mode système crise. Vous n'avez pas de réponse pendant 2 heures, 3 heures, 24 heures, 48 heures. Et là, c'est la panique absolue. Et on va avoir tendance soit à réécrire, soit à paniquer. Je ne sais pas combien de personnes avec lesquelles je discute envoient un texto, paniquent pendant 24-48 heures et après ont une réponse. Et effectivement, là, on arrive à respirer, etc., etc. Mais sur ces moments-là, souvent, on ne contrôle plus rien. Et a posteriori, on va me dire bon en fait ça servait à rien de paniquer. Oui, non, effectivement, ça servait à rien de paniquer, et on s'aperçoit qu'on est dans la projection de sa peur. Il y aura peut-être plus cette possibilité de. Très récemment, je parlais à quelqu'un qui voit son ex très 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 fréquemment, vraiment, peut-être pas tous les week-ends, mais quasi un week-end sur 2, et qui me disait à chaque fois j'ai peur que ce soit la dernière fois. Voilà, là typiquement on est dans la projection, on est dans cette idée que moi je me suis fait mon film, je me suis fait ma liste des risques, et si jamais j'ai pas mon petit texto dans la semaine ou une réponse ou machin, je vais me dire voilà, c'est la preuve de ce que j'attendais, tu vois, j'avais raison. Cet état d'esprit là, forcément, il n'est pas fait d'énormément de positivité, d'optimisme et de dynamisme, donc on veut un petit peu le laisser de côté. La dernière idée qui me vient en tête dans cette tendance à remplir les trous, c'est le symbolisme. C'est vous dire, voilà, je vois quelque chose et tout à coup, c'est un message, pas très très subliminal d'ailleurs, mais qui m'est directement adressé, et ça veut dire que on me dit d'arrêter ma reconquête sans vraiment me le dire, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur, parce qu'on est poli là, du côté de votre ex, et tout à coup, moi j'ai cette boule d'énergie qui m'arrive en pleine tronche et je ne sais pas du tout comment le gérer. Par exemple,
exemple le silence qui dure un jour de plus que l'habitude de la part de votre ex, et là vous vous dites voilà, exactement comme dans la projection de la peur, bah finalement ça c'est une façon détournée de mettre de la distance, de m'expliquer que j'ai été comme ci, que j'ai été comme ça, et là on se donne une importance incroyable parce que à la place de voir juste un temps de réflexion de la part de votre ex qui en plus, notons-le, hein, évolue dans un environnement que vous ne connaissez plus, donc il peut se passer plein de choses qui font qu'on ne répond pas à un texto, hein. Je donnais l'exemple à quelqu'un avec qui je parlais, qui m'a envoyé un message, j'ai effectivement vu le message, j'étais en pleine production de vidéos, justement les vidéos pour les membres de la chaîne, et j'ai vu le truc et je me suis dit ah non, j'ai pas le temps, voilà, c'est un sujet trop complexe ou trop long dans ma réponse à aborder, je ferai ça plus tard. Mais je sais que sur WhatsApp, les deux priques bleues, les deux, on dit priques ici, mais les deux, je ne sais plus comment ça s'appelle, les deux encoches bleues sont apparues et je sais que la personne attendait ma réponse. Elle est venue à 22h, je crois, ma réponse, parce que j'avais plein de choses à faire et après, j'ai eu mon entraînement, j'ai dû partir, puis c'est pareil, je ne vais pas en sueur entre deux sets écrire. Non, voilà, j'attends que tout ça soit fini. Et puis quand tu rentres, tu dois bouffer. Je savais que j'allais bouffer, mais... Et voilà, j'ai juste pas prioritisé le truc. Ça veut pas dire que la personne, je la déteste, que je m'en fous, etc. etc. T'envoies ta réponse. Et il y a peut-être eu cette idée, ah tiens, là, je suis pas son ex, donc non. Mais j'imagine bien que si j'étais son ex, il y aurait eu cette idée de, ah là, ça signifie que, etc. Donc on est à ce stade de la reconquête qui veut dire que j'ai encore ce travail. Non, appuyez-vous sur ce que vous savez. Et ce que vous savez, c'est très clairement ce qu'on vous donne matériellement. Et la deuxième partie que je donc lance, j'avais mis mes 3 petits points de suspension dans la première partie, et la deuxième c'est avec de la pression. Je remplis mes trous d'air avec de la pression sur moi et de la pression sur mon ex. Finalement, dans cette volonté de traduire tous les messages, toutes les attitudes, toutes les choses que je ne comprends pas de mon ex avec le pire scénario, ce que je sais de mon ex, les peurs, le symbolisme, je m'inscris dans une espèce de stagnation intellectuelle, dans une espèce de peur où je ne peux pas vivre un quotidien complètement libéré, si vous voulez. C'est pour ça que je prône toujours une attitude qui est relativement simple matériellement, peut-être difficile d'un point de vue du ressenti, c'est de se placer dans la peau d'un inspecteur de police. Tout ce que vous pensez voir, savoir, comprendre et qui n'est pas matériel, qui n'est pas juste le message qu'on vous répond ou qu'on ne vous répond pas ou l'action que vous avez vue, etc. etc. Placez-vous toujours comme un inspecteur de police en vous disant qu'en France, il y a quand même la présomption d'innocence. Et si votre boulot, c'est effectivement de conclure que votre reconquête est impossible, qu'effectivement il y a quelqu'un dans la vie de votre ex, qu'effectivement on vous déteste ou que sais-je, avant ça s'apparenterait au fait d'incriminer le coupable, de prouver effectivement qu'il a tort. Et une fois qu'on a prouvé, en tout cas un inspecteur ou des inspecteurs pense avoir prouvé que le coupable est bien celui qu'on a arrêté, il faut envoyer le dossier au juge d'instruction qui lui va juger du fait que effectivement les preuves sont irréfutables, ces preuves sont assez satisfaisantes et assez nombreuses pour obtenir une condamnation à travers un tribunal, si vous voulez, très clairement, parce que on va pas faire chier des jurys, on va pas payer un juge, des avocats, etc. pour défendre un truc où il n'y a pas de preuves, très clairement. Tout ce que vous obtenez, alors j'ai envie de dire 5 minutes de droit, j'en ai fait 3-4 ans, mais j'étais nul, mais un truc dont je me rappelle très clairement, c'est qu'il y a une différence entre une preuve et un faisceau d'indices. Un faisceau d'indices, c'est un morceau de preuve, c'est un truc qui nous montre que, si tu veux, le type que tu soupçonnes, tu l'as effectivement vu sur une caméra de surveillance rentrer à Carrefour acheter une pelle. Et le corps, comme par hasard, on l'a retrouvé enterré. Oh là là, oh le lien, oh putain c'est lui, tu vois. Il manque quelque chose quand même. Il faut quand même placer ce mec-là et cette pelle-là sur le lieu d'excavation ou l'endroit où on a enterré la personne. Il faut placer les deux personnes, la victime et l'accusé, au même endroit, au même moment. Un petit peu d'ADN, ça aiderait aussi pour justement pas rester dans le faisceau d'indices, rester dans la preuve matérielle, etc. etc. Là, tu as un mec que tu soupçonnes qui est rentré chez Monoprix et qui a acheté une pelle. Castorama si tu préfères. Mais tu vois l'idée. Et se dire que ça, le mec qui achète la pelle, c'est la traduction matérielle, c'est la preuve formelle et indiscutable du fait que c'est lui qui a creusé un trou, qui a commis un meurtre aussi au passage et qui a enterré le cadavre. On a quand même étiré vachement le raisonnement, on a vraiment même tiré sur la corde, j'ai envie de dire. Et nous, on veut se positionner dans cette idée-là de se dire, je vois ça, je pense que,
Mais est-ce que matériellement, c'est vrai? Est-ce que matériellement, je peux le prouver? On va s'apercevoir que 9 fois sur 10, c'est pas le cas. Et ce positionnement, j'ose espérer qu'à force de le réaliser, si vous avez envie de le réaliser matériellement, en prenant des notes, en vous filmant, en je ne sais quoi, ça doit être un petit peu chiant au quotidien de faire ça quand même, hein. Je suis pas sûr que ce soit très très sain, mais en même temps, ça peut vous permettre d'arriver à la conclusion que non, je ne sais que ce que je sais. Le mec est juste entré dans le magasin pour acheter une pelle et effectivement, ça me suffit pas pour le condamner à la prison à perpétuité, parce que 22 ans de prison pour une pelle, s'il s'avère que c'est une erreur judiciaire, ça fait un petit peu lourd quand même, hein. Ça fait un petit peu compliqué pour vous pardonner derrière. Et l'idée, c'est véritablement ça, c'est que cette tendance à remplir les trous avec tout ce qui vous passe par la tête, et c'est jamais très, très glorieux, on va pas se mentir, ça va créer une espèce de distance entre vous et votre ex, ça va avoir un impact sur votre communication, ça va être difficile d'utiliser du sourire quand vous soupçonnez l'autre de se foutre de vous, alors que sans doute qu'il y a tout plein d'excuses matérielles qui sont présentes. Évidemment, parfois vous avez raison, attention, je ne dis pas le contraire, hein. C'est peut-être bien le mec qui est rentré acheter sa pelle chez Castorama qui a creusé le trou. Je ne dis pas que c'est absolument impossible, mais je dis que dans une enquête policière, on a souvent aussi soupçonné des gens qui finalement n'avaient absolument rien fait, même quand des faisceaux d'indices pouvaient laisser penser que. Donc, je préfère qu'on se dise que voilà, je vais mettre de la distance avec tout ça, parce que sinon mon aura va être impactée, la façon dont je gère mon quotidien va être impactée, mon attitude va être impactée, parce que je vois quand même des gens qui pensent que, et qui donnent à leur ex, qui prêtent à leur ex une attitude. Ah bah tiens, là, il ou elle était à cet endroit-là, c'est pas le genre d'endroit où on va seul, du coup là, bon, il y a une communication, mais je vais lui faire à moitié la tronche pour lui montrer que je suis pas quand même complètement débile et qu'il faut pas me prendre pour un abruti. C'est dommage, parce que finalement, même si oui, c'est pas un endroit où on va seul, qui te dit que c'est une personne qui est forcément à relier à l'espace sentimental? Elle a pu y aller avec sa mère, avec sa sœur, avec sa tante, avec même un collègue, même si lui voulait l'attraper, elle a peut-être dit non. Il y a tellement de choses qui sont possibles, et que malheureusement, nous, on va direct à la conclusion, et la pire conclusion possible, qu'il faut véritablement prendre de la distance avec ça, ne pas supputer, et on voit que finalement, cette supposition que vous avez, c'est une énorme pression au quotidien. Je pense même que c'est l'une des pires pressions qui existent, quand on est tout seul dans le fond de sa chambre à se dire qu'il y a un véritable risque, qu'il y a une véritable problématique. C'est véritablement ça que je voulais mettre en relief aujourd'hui. N'allez pas chercher les informations qui vous feront du mal, parce que, encore une fois, vous allez les analyser d'une façon qui est sans doute très subjective. Vous ne savez que ce que vous ne savez, et ça doit vous suffire à continuer à satelliser, à changer pour vous. Et tout ça va mener à quelque chose de largement plus positif que cette volonté absolue de recherche d'informations. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, le like, l'abonnement. Vous pouvez donc aussi également devenir membre depuis quelques jours simplement. S'il y a un souci à ce sujet-là, vous n'hésitez pas à me contacter à travers les commentaires, il n'y a pas de souci. Et puis, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc on se retrouve jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!